Donc, le webinaire s'intitule « Tout savoir sur les aides pour financer votre R&D et vos brevets ». Et moi, du coup, je suis Adeline Monget, donc j'ai rejoint Ipside l'année dernière en tant qu'ingénieur brevet. Et en fait, auparavant, j'ai plusieurs années d'expérience dans le conseil en financement de l'innovation de la R&D. Donc, tout simplement, j'ai voulu mettre un petit peu en application cette expérience pour vous aider à vous y retrouver un petit peu dans cet environnement des aides qui est un peu compliqué à comprendre, enfin, à bien envisager parce qu'il y en a beaucoup, vous allez le voir. Et du coup, hop, je vous propose qu'on commence la présentation. Donc, en premier axe, ce que j'ai choisi de vous parler un petit peu des principales aides pour le financement de la R&D. Donc, c'est aussi un paragraphe qui fera office d'introduction, que je vous présenterai un petit peu l'écosystème qui existe et comment il s'articule. Pour le deuxième axe, je voudrais qu'on se focus un petit peu sur les aides pour les brevets. Donc, qu'est-ce qui existe? Donc, il y a des aides pour de l'INPI, de la BPI notamment. Et aussi, en troisième axe, je voudrais parler du CIR, donc, qui, à mon sens, est un levier primordial pour financer les brevets. Mais aussi, je voudrais qu'on s'intéresse aussi à comment, en fait, on prend en compte les aides dans le CIR, parce que c'est un point qui est très important. Et ça, je ne l'avais pas mentionné pas autant explicité dans le webinaire spécialement sur le CIR. Donc, voilà. Et en quatrième point, donc on va faire une petite conclusion sur ces différents points. Donc, en première partie, je voulais un petit peu vous présenter l'écosystème d'aide pour la R&D. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent et qui ne sont pas forcément tous homogènes, dans le sens où il y a plusieurs typologies d'aide. On entend subvention, avance remboursable, prêt à taux zéro, et aussi les crédits d'impôt, comme le crédit d'impôt recherche, peuvent être considérés comme une aide. On a plusieurs organismes, des organismes régionaux, nationaux, européens, donc qui proposent chacun des aides différentes et aussi qui valorisent des projets différents. Donc, on peut avoir des aides pour des projets individuels, mais aussi en partenariat avec d'autres sociétés ou des universités, que ce soit en France ou en Europe aussi. Du coup, les projets en partenariat visent un petit peu à mutualiser plusieurs compétences que pourraient avoir des personnes différentes et aboutir à un projet qui est fort en valeur ajoutée en termes scientifiques. Concernant les dépenses éligibles à chaque dispositif, en fait, il faut aller creuser sur chacun des dispositifs, voir ce qui est éligible, à quel pourcentage, à quel taux, etc. Pour les taux d'aide, en fait, ça va dépendre. Même pour une même aide, il n'y aura pas forcément la même part qui sera reprise dans la subvention ou dans l'avance remboursable. Donc ça, des fois, ça va dépendre du projet, de l'entreprise, de pas mal de choses. Et du coup, évidemment, ces aides, en fait, elles ont pour objectif commun d'accélérer, de sécuriser et d'optimiser vos stratégies de R&D et justement aussi d'acquérir de nouvelles compétences et de renforcer votre identité, en fait, via votre innovation. Juste un petit point que je voulais souligner, c'est la différence entre avance remboursable et prêt à taux zéro. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Pour les prêts à taux zéro, en fait, dans tous les cas, on doit le rembourser. Pour les avances remboursables, si le projet n'aboutit pas, il y a une partie, aussi pareil à voir sur les contrats, il y a une partie qui peut vous être demandée de ne pas rembourser, vu que ça n'a pas abouti. Hop. Alors, je propose qu'on continue un petit peu sur des recommandations générales, malgré en fait un petit peu cet écosystème qui est très varié. La première chose, c'est de ne pas commencer de dépenses significatives avant la demande d'aide sur le périmètre donné. Parce que du coup, il vaut mieux faire un prévisionnel des dépenses, attendre que la subvention ait été valorisée et avoir ensuite la subvention. Mais pour autant, notamment pour les projets d'innovation, on va quand même devoir rédiger un dossier justificatif de votre projet, donc justifier un petit peu quel est l'intérêt du projet, quelles dépenses on pense mettre à quel endroit, quelles sont les difficultés techniques envisagées, qu'est-ce que ça va apporter plus tard d'un point de vue scientifique, mais aussi sur le marché. Donc, il faut en fait quand même faire des phases de pré-recherche, d'avant-projet simplement pour justifier l'intérêt du projet, justifier sa faisabilité, y établir un planning prévisionnel et y associer des dépenses prévisionnelles. Donc, ce dossier-là doit être le plus solide possible en fait pour maximiser vos chances, notamment sur les aides qui sont un petit peu plus compliquées à avoir et évidemment bien mettre en avant les intérêts du projet, donc que ce soit d'un point de vue scientifique, mais aussi il est plutôt intéressant en général d'avoir
une vision sur le marché. En termes de fonds propres, là, pareil, pour les subventions et les avances remboursables, ça dépend aussi des dispositifs, mais il y a des fois des ratios qui sont demandés comme 1 euro de fonds propres pour avoir 1 euro d'aide. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et aussi, une autre recommandation, c'est vu que un petit peu les dispositifs existants évoluent pas mal. Et en plus, il y a certaines deadlines, etc. Il est plutôt important et intéressant de faire une veille et aussi pour cibler les dispositifs qui vous convient le mieux et aussi éventuellement pour vous aider dans cette démarche-là, pourquoi pas contacter les antennes régionales, par exemple de la BPI ou d'autres instituts qui vous aideront en ce sens. Hop. Donc là, j'ai mis quelques exemples, assez peu finalement, mais j'avais pas non plus envie que la présentation dure trop longtemps. Mais en fait, l'idée, ça va être un peu de vous présenter certains exemples de ce qui existe. Je ne pourrais pas être exhaustive, malheureusement. Mais déjà, celles qui me semblaient aussi pertinentes et que vous aussi, ça vous donne des idées de ce qui existe. Et voilà. Il y a, pour information, sur le site internet, donc ipside.com, vous avez une petite rubrique financement de l'innovation et financement des brevets, où il y a un peu plus de dispositifs qui sont rappelés. Donc, si vous voulez avoir une vision un peu plus exhaustive, je vous invite à aller sur notre page internet. Je parle dans un premier temps de l'aide pour le développement de l'innovation, qui est une avance remboursable pour les entreprises de moins de 2000 salariés menant des projets de recherche, développement et d'innovation. Le montant atteint jusqu'à 3 millions d'euros avec un taux de 25 à 65%. Donc pareil, le montant, ce qu'on va vous allouer, ça va dépendre du projet, des dépenses prévisionnelles, etc. Toutes les entreprises n'auront pas 3 millions d'euros, je pense. Et les dépenses éligibles, elles sont assez larges finalement. Il y a à la fois des dépenses internes et externes liées au développement de l'innovation. Donc pour avoir plus de renseignements, il faut voir la fiche de cette aide. Aussi, il y a pas mal de subventions en ce moment sur le développement deep tech. Donc là, celle que j'ai notée, ça va être un mix entre une subvention et une avance remboursable pour les entreprises de moins de 2000 salariés menant des projets de RDI. Deep tech, ça va plutôt impliquer une vraie rupture technologique et un apport scientifique certain. Donc là, le montant peut atteindre 2 millions d'euros et le taux est à 45%. Donc déjà, on voit en fait qu'il y a des aides au travers de celles-ci qui prennent à la fois des frais de recherche de développement, mais aussi des frais de propriété industrielle. Donc là, typiquement, on peut reprendre les frais de personnel notamment, l'API, les études de faisabilité, les installations pilotes, etc. Donc les petites recommandations que je vous ai mises, c'est celles que j'avais déjà dites, en fait, je me répète un petit peu, mais c'est surtout de ne pas hésiter à contacter votre antenne régionale et de voir aussi d'autres dispositifs. Il existe Rapide pour l'innovation dans la défense, l'ADEME dans la transition écologique et CORAC pour l'aéronautique. Donc, essayez aussi un petit peu de varier et si effectivement vous êtes dans un de ces secteurs-là, voir s'il y a un dispositif existant, un concours ou quelque chose qui pourrait vous permettre d'avoir plus de fonds. Il y a aussi un autre point qui est important et qui peut vous intéresser, ça va être d'effectuer des collaborations en fait. Quel est l'intérêt? Ça va être du coup de mutualiser un petit peu les connaissances, les compétences que vous avez avec d'autres organismes ou universités. Donc le premier dispositif que j'ai nommé, ça va être le PSPC, donc qui est de l'aide au projet pour la recherche et le développement structurant pour la compétitivité. C'est une subvention et une avance remboursable pour des sociétés réalisant ou coordonnant des travaux de R&D. En général, pour les projets en collaboration, il est nécessaire d'avoir un apport, une vraie rupture avec l'existant en termes techniques, technologiques ou scientifiques. Un autre point aussi que je voulais noter et qui a un intérêt double à mon sens, ça va être l'ANRT, donc ça va être pour embaucher un doctorant, qui est une subvention de 14 000 euros. Si vous embauchez en fait tout simplement un doctorant dans le cadre d'une thèse, donc il va faire sa thèse pendant 3 ans, d'une part, il va vous apporter des connaissances, il va vous travailler sur un sujet à haute valeur scientifique, donc qui pourra aussi vous aider dans le cadre de l'innovation, et en plus dans le cadre du crédit d'impôt recherche, si celui-ci, si vous l'embauchez ensuite juste après son doctorat et que c'est son premier CDI, ou que vous continuez son contrat et qu'en fait ce sera dans ce cas-là le premier CDI après la thèse,
vous pourrez avoir, il y a d'autres conditions, mais si votre effectif de recherche ne baisse pas et qu'il travaille sur des projets de recherche, vous pourrez toucher un petit peu le double en termes de crédit d'impôt recherche, le double d'une personne normale. Et ça fait en fait que si bien qu'en général, on arrive à un résultat en fait, qui vous rapporte plus d'argent entre guillemets qu'il ne vous en coûte. Donc les jeunes docteurs, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant dans le cadre du CIR. Alors, et ensuite, je voulais vous parler d'un dispositif européen qui s'appelle Horizon Europe. Donc, c'est la suite d'Horizon H2020, du coup, qui était pour 2020. Donc là, pareil, à l'exception qu'il faut que les partenariats soient en Europe. Donc, vous pouvez collaborer avec des personnes à l'international, ce qui peut aussi vous apporter du bénéfice. Comme dispositif européen, cette fois-ci, qui n'est pas en collaboration, mais qui est quand même très intéressant, ça va être l'accélérateur EIC. Avant, il s'appelait l'instrument PME, il me semble. Donc, c'est une subvention jusqu'à 2,5 millions d'euros et une intervention dans le capital jusqu'à 15 millions d'euros. Donc, c'est très intéressant. Pour les PME, donc, qui ont des très gros investissements en R&D, donc qui représentent au moins 10% du CA, du chiffre d'affaires. Les projets doivent être pas forcément très matures, enfin, ils doivent aller de la TRL 5 à la TRL 8. TRL pour Technical Readiness Level. Donc, mais la particularité un petit peu, c'est que ce dispositif est connu pour être très sélectif et que du coup, concrètement, il faut faire un dossier, un très bon dossier et en plus, il faut avoir un aspect scientifique, technologique, etc., qui est très développé et très intéressant. Néanmoins, il y a une étape intermédiaire. Donc, typiquement, en fait, quand vous allez postuler à l'accélérateur EIC, ils vont vous donner une note. Et à partir d'une certaine note qui est très élevée, vous pouvez toucher la subvention. Mais entre cette note-là et une autre note, vous pouvez avoir le Seal of Excellence. Donc, c'est déjà quelque chose qui est, en termes de reconnaissance, c'est déjà bien, mais ça ne vous donne pas de subvention. Néanmoins, ça vous permet d'avoir des aides pour l'API, la propriété industrielle, donc pour le dépôt des brevets, notamment en Europe. Donc, ça s'appelle IP for SME. Et vous pouvez, cette aide peut atteindre 15 000 euros. Donc, c'est toujours ça de prix. Et c'est quelque chose en plus qui est relativement simple à faire une fois que vous avez le Seal of Excellence. C'est un petit dossier à compléter. Donc, c'est toujours intéressant de le savoir. Hop. Donc là, en plus, ça me fait une petite transition, pardon, pour mettre le focus un petit peu sur les aides qui existent pour les brevets. Hop. Donc, déjà, il y a des dispositifs qui sont proposés par l'INPI. Donc, ces dispositifs-là seront plus pour les sociétés, les petites sociétés, qui sont pas très matures sur leur process de pays, enfin, qui sont pas très matures, qui n'ont jamais ou très peu fait de choses en ce sens. Et donc, le pré-diagnostic pays, ça va être l'aide pour mettre en place une politique de propriété industrielle au sein d'une société à destination des sociétés de moins de 1000 salariés utilisant peu ou pas la propriété industrielle. Donc, pour les jeunes entreprises ou celles qui ne sont pas familières avec ces démarches-là, ça peut être très intéressant. Et en plus, ça donne accès au pass pays. Donc, il y a une subvention à 50% qui peut atteindre jusqu'à 10 000 euros pour les startups et PME ayant bénéficié justement de ce prix de diagnostic. Donc, l'objectif, et on coule un petit peu de source, ça va être d'aider les sociétés dans leur démarche de propriété industrielle, notamment celles qui manquent de maturité par rapport à ça ou qui n'ont jamais fait. Et du coup, le montant, ce sera 6 000 euros maximum pour un brevet à 50%. Donc, les dépenses éligibles, les frais de propriété industrielle. Hop. On a aussi la BPI France qui a une aide, une subvention en fait, qui est principalement axée sur les brevets. Donc, ça va être pour les petites entreprises PME, TPE qui sont aussi peu matures sur leur démarche de RDI. L'objectif, ça va être d'accompagner les sociétés dans une démarche de développement innovant. Et le montant, ce sera de 8 000 euros maximum avec un taux de 50%. Donc là, les dépenses éligibles, elles seront un petit peu plus larges. Donc, ce sera le dépôt d'un premier brevet, une préétude technique et une étude de marché. Concernant la bourse French Tech, pardon, pas si simple que ça à dire, on va être sur une subvention donc pour les jeunes, là c'est très jeune,
petites entreprises et entrepreneurs, et du coup, ça va les aider un petit peu à monter en compétences et à avoir aussi des brevets pour un petit peu asseoir leur place sur le marché. Donc, la subvention va jusqu'à 30 000 € à hauteur de 70% des dépenses éligibles. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, un dispositif un petit peu original, et au début, en fait, je n'avais pas... On ne pense pas à celui-là, en fait, quand on parle de brevet, mais finalement, l'assurance prospection BPI, qu'est-ce que c'est? C'est une assurance, un prêt et subvention qui va vous aider à vous étendre à l'international. Et en fait, donc là, les entreprises sont un peu plus larges, que c'est un chiffre d'affaires inférieur à 500 000, pardon. Et du coup, l'idée, ça va être de proposer un soutien de trésorerie immédiat, et de limiter un petit peu les risques de la prospection, parce qu'en général, c'est une opération qui n'est pas certaine, on n'est pas sûr d'aboutir, et aussi, ça permet un petit peu d'augmenter le rayonnement de votre entreprise. Typiquement, en fait, dans les dépenses éligibles, il va y avoir des choses relativement variées, comme la création d'un service export, les dépenses marketing, les salons, mais aussi tout ce qui est dépôt de marque, brevet et modèle dans une zone ciblée. Donc, en fait, il va falloir cibler une zone, mettre en place une stratégie de commercialisation, et tout simplement de prospection. Et à partir de là, si vous souhaitez étendre vos brevets dans ces zones-là, certaines dépenses pourront être prises en compte. Donc, c'est assez intéressant. Hop. En troisième partie, je voulais vous parler du crédit d'impôt recherche, donc qui est un levier primordial, même si effectivement j'ai déjà fait un webinaire sur ce point. Pour autant, il y a des sujets sur lesquels j'aimerais bien revenir, qui sont liés directement aux aides. Déjà, pour que tout le monde ait à peu près le même niveau d'information et pour comprendre la suite, je vous rappelle un petit peu les principes généraux. Donc, ce crédit d'impôt va être à destination des sociétés françaises soumises à l'IS effectuant des activités de R&D. L'idée, ça va être d'imputer sur l'IS les dépenses de R&D à hauteur de 30% pour le CIR. Typiquement, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, si vous payez un IS nul, mais vous êtes quand même soumise à l'IS, vous pouvez quand même toucher le crédit d'impôt recherche en pratique. On peut voir tous les critères, mais ce n'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. Et justement, en fait, ça arrive assez régulièrement pour des PME. Justement, en fait, vous pouvez vous pouvez prétendre au remboursement immédiat du reliquat, donc la différence qui reste entre l'IS, l'impôt sur les sociétés, et le crédit d'impôt recherche. Donc, le remboursement immédiat, ça prend quand même 6 mois. Je préviens pour pas que vous soyez déçus. Mais en temps normal, si vous n'êtes pas PME au sens européen, ça prend 3 ans. C'est déjà ça. Le principe est déclaratif. Concrètement, il suffit, entre guillemets encore, de remplir un CERFA en indiquant vos dépenses dans les différents postes. Mais évidemment, il y a des contrôles réguliers de l'administration fiscale qui peut être appuyé d'une expertise du MESR. Donc, typiquement, il faut avoir une méthodologie et être en mesure de expliquer et démontrer pourquoi on a choisi ces montants et qu'ils sont pertinents. Et en accord évidemment avec les textes. Donc les activités éligibles sont assez variées. Donc on a les dépenses de personnel, mais le jeune docteur qu'on prend en double, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Le matériel, ce sera, si celui-ci est amorti, et on prendra la dotation annuelle à hauteur de l'utilisation du matériel en R&D par rapport à son utilisation totale. La sous-traitance, on reprend les factures seulement si celles-ci sont agréées et si elles font partie d'un projet de R&D. Le brevet, on peut prendre les frais de dépôt, de maintenance et de défense, hors taxe. La veille technologique, la normalisation, et puis les frais de fonctionnement, en fait, en gros, ça va correspondre à un petit peu les frais d'électricité, de locaux, etc. Mais ce sera calculé sur la base d'un produit entre les dépenses de personnel et les dépenses de matériel. Alors, là, si je voulais un petit peu insister là-dessus, ça va être la prise en compte des aides. Comment on intègre les aides dans le CIR? Parce qu'en fait, il faut les intégrer, plutôt enlever une certaine partie, je vous explique. Déjà, en fait, l'une des règles, c'est qu'il faut absolument éviter la double valorisation d'une même dépense d'un même projet. Donc, typiquement,
si dans le cadre de votre CIR, vous valorisez, c'est de la recherche, etc., et que vous avez une subvention à côté sur le même projet qui a des dépenses qui se chevauchent et que vous valorisez les deux, là, tout de suite, c'est problématique. Donc, en fait, comment on fait quand on est dans cette situation-là? On calcule le CIR comme s'il n'y avait pas l'aide. Et ensuite, on regarde l'aide à côté. Donc, et ensuite, comment on va faire? On va regarder un petit peu les dépenses qui se chevauchent, en fait, qui se retrouvent à la fois dans les deux dispositifs et dans notre assiette de dépenses éligibles au CIR. On va enlever les dépenses qui ont déjà été valorisées dans le cadre de la subvention. Donc, ce que j'ai indiqué, c'est qu'il peut être nécessaire de retirer une partie de l'aide reçue sur l'année donnée. Donc, on prend ça à hauteur de l'avancement du projet. En fait, on va calculer, entre guillemets, ce qui a été consommé lors de l'année, je sais pas, de l'année 2020. Sur la subvention, on va calculer ça à hauteur de l'avancement du projet et on va retirer ça de l'assiette des dépenses éligibles. Donc pour cela, il faut avoir une méthode en fait, surtout qui soit, les subventions, ça dure plusieurs années, qui soit cohérente sur les 3 années et il faut bien mettre en avant les dépenses qui sont à la fois prises en compte dans l'aide et dans le CIR. Je voulais aussi revenir un petit peu sur les nouveautés 2021 du crédit d'impôt recherche. Donc pour le CIR 2020, parce qu'on est toujours avec une année de décalage, les frais de fonctionnement, on va reprendre que 43% des frais de personnel et 75% des frais de matériel. Donc les frais de fonctionnement, j'en ai parlé un petit peu auparavant, c'est juste un ratio. Donc, et aussi, ce que je voulais noter, c'est on est confronté quand on déclare du CIR à peu près, on est confronté, il peut y avoir un contrôle fiscal. Après, c'est pas un problème si on a suffisamment, enfin si on a préparé les documents en amont et que la méthode est claire, etc. Il y a juste des justificatifs qu'il faut bien avoir. En fait, disons, j'ai noté un petit peu les principaux que regardait l'administration en ce moment. Donc, il va y avoir les justificatifs techniques qui mettent en avant les incertitudes et les verrous technologiques, ainsi que l'apport scientifique des travaux de recherche menés. Deuxième point, ça va être le justificatif des heures passées par projet, par personne. Donc, il faut des suivis temps bien solides pour justifier qu'en fait, ce que les frais de personnel, typiquement, comment on les calcule. On va calculer le taux horaire de la personne, combien il coûte, avec les charges éligibles, que l'on va multiplier par le nombre d'heures passées sur les projets. Donc, ce nombre d'heures-là, il va falloir être en mesure de le justifier. Justifier la qualification du personnel, donc démontrer que vous avez au moins un chercheur, donc un bac plus 5 ou assimilé bac plus 5 avec son expérience et un bac plus qui peut être accompagné de techniciens, donc plutôt bac plus 2. Et aussi des points sur la justification de la sous-traitance qui peut être quelque chose d'assez assez complexe. Hop. Donc en conclusion, déjà, je pense que ça, vous l'avez compris, qu'il existait de nombreux dispositifs très variés avec leurs spécificités propres. Donc, il est important aussi de trouver le bon compromis entre avoir une maturité suffisante sur le projet pour, entre guillemets, bien le vendre. Les crédits d'impôt sont devenus incontournables, mais nécessitent une structuration particulière. Et aussi, du coup, en ce sens, je voulais faire un petit peu deux autres points. Le premier, c'est que du coup, n'hésitez pas à regarder notre page internet qui va recenser un peu plus de dispositifs et qui met aussi le lien par rapport avec l'organisme correspondant. Et aussi, nous, on a développé une nouvelle offre, donc on vous propose un accompagnement personnalisé sur tout votre cycle de la R&D, donc de la structuration, rédaction des justificatifs, chiffrage du CIR, C2I, déclaration et une assistance en contrôle fiscal avec Upside Avocat.